Résumé des chapitres précédents. Grâce à une statue de cheval géante, les Grecs se sont introduits dans Troie, dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Énée s'est échappé avec son fils Iule et son père Anchise. Désireux d'atteindre l'Italie qu'Apollon leur a donnée comme destination, les fugitifs ont fait étape en Sicile, où Anchise est mort, puis à Carthage, chez Didon. Vénus a rendu la reine folle amoureuse du héros, mais lui, malgré l'envie qu'il en avait, n'a pas pu demeurer auprès d'elle. Jupiter, en effet, lui a ordonné de repartir. De désespoir, Didon s'est donné la mort. De son côté, après avoir organisé de grands jeux en Sicile et être descendu aux enfers afin d'y revoir Anchise, Énée a touché aux rives du Tibre où il a été bien reçu par Latinus. Seulement, Junon a déclenché une guerre entre les locaux et les Troyens. Énée a conclu une alliance avec Évandre, roi des Arcadiens, et les Étrusques. Alors que la bataille fait rage et que les morts tombent nombreux des deux côtés, aucun camp ne semble triompher. Chapitre 12. La guerre du Latium, suite. Dès que l'aurore en s'élevant a quitté le sein de la mer, Énée s'adresse aux principaux chefs qui se pressent autour de lui. « Mes amis, gardez vos armes prêtes et attendez-vous au signal des combats d'un moment à l'autre. Rien en effet n'arrêtera notre élan. Mais d'abord il convient de confier à la terre les restes de nos compagnons, eux qui sont restés sans sépulture jusqu'à présent. C'est le seul honneur qu'ils attendent sur les sombres bords de l'Achéron. Et que notre premier soin soit de rendre la dépouille de Pallas à son père. » Il dit et se rend en pleurant au lieu où on veille le corps du jeune homme. Il désigne d'abord un groupe de guerriers d'élite qui formeront son cortège funèbre et mêleront leurs larmes à celles d'Évandre. Puis, sur un brancard fait de branches d'arbousier et de chênes entremêlées, on dépose Pallas. Énée se fait apporter 2 voiles brodés d'or qu'il a rapportés de Carthage. Il en déploie un sur les restes sans vie du jeune Arcadien, étend l'autre autour de la longue chevelure que le feu va bientôt dévorer. Sur quoi on emporte le brancard. Les soldats désignés se mettent en marche à sa suite. Ils sont chargés d'une large part du butin acquis au combat, ainsi que des armes de tous ceux que le jeune prince a vaincus. Juste derrière marche Éton, le fier coursier de Pallas. Il est dépouillé de ses ornements et de grosses larmes coulent de ses yeux. Le suit toute une longue phalange de Troyens, d'Étrusques et d'Arcadiens qui défilent, la lance renversée. En soupirant, Énée regarde ce triste cortège qui s'éloigne dans la vallée en direction de la capitale d'Évandre. « Hélas, dit-il, la source de nos larmes est loin d'être tarie. Le sort cruel des combats nous prépare d'autres douleurs. Adieu, Pallas, adieu pour toujours. » Il s'apprête à remonter sur les remparts quand des émissaires porteurs de rameaux d'olivier se présentent à lui. Venus depuis l'Orante, ils demandent de la part de Latinus qu'on leur rende les corps de ceux des leurs qui sont tombés au combat. Le pieux Énée les accueille avec bonté et leur dit « Hélas, peuple latin, quel mauvais coup du sort vous a engagé dans cette guerre. Pourquoi avoir repoussé notre amitié? Vous venez demander la paix pour les morts, que ne puis-je aussi vous l'accorder pour les vivants? Cette lutte n'était pas la vôtre. Puisque Tournus voulait m'empêcher de demeurer ici, c'était à lui de venir se mesurer à moi. Seul aurait péri celui que la faiblesse de son bras ou la volonté des dieux aurait privé de la victoire. Allez maintenant, allez livrer vos malheureux concitoyens aux flammes du bûcher. » Ainsi parle Énée. Les émissaires se regardent un moment en silence, puis le vieux Drancès, qui s'est toujours opposé à Turnus et à la guerre, prend la parole en ces termes. « Digne héros, quel éloge pourrait être digne de ta sagesse et de ton sens de la justice? Sache-le, nous emporterons tes paroles dans notre patrie, et si nous le pouvons, nous t'unirons à la maison royale. Turnus ira chercher des alliances ailleurs. Nous serions heureux de t'aider à construire les murs de la nouvelle Troie. » Les propos de Drancès sont suivis d'un murmure d'approbation. Ayant conclu une trêve de 12 jours, Troyens et Latins se mêlent fraternellement pour parcourir les champs et les bois des alentours. Sous les coups redoublés de la hache, le frêne retentit, le pin tombe abattu. Le coin s'enfonce dans le chêne et le cèdre odorant. Les chariots gémissent sous le poids des ormes. En éclairant la terre, le jour a plusieurs fois ramené le travail et les peines aux malheureux mortels. Énée et Tarchon ont donné une sépulture à tous leurs morts.
De leur côté, les Latins ont fait de même. Ils ont livré les corps des guerriers trépassés aux flammes du bûcher avant de recouvrir leurs restes de terre. Dans l'Orente, la consternation touche à son comble. De tendres mères, de jeunes épouses, des sœurs désolées, des enfants orphelins exhalent leur colère contre cette funeste guerre. De partout, on s'en prend à Turnus en disant « Qu'il aille, les armes à la main, tenter seul le sort des combats !» Drancès abonde dans ce sens et rappelle que c'est uniquement Turnus qui est né défi au combat. Des voix discordantes s'élèvent cependant en faveur du prince Rutule. Il a ses partisans et jouit de la haute protection de la reine. Au palais, Latinus réunit ses concitoyens les plus éminents. Le vieux roi demeure irrésolu. Il s'adresse à eux en ces termes. « Je possède un vaste domaine qui s'étend à l'ouest du Tibre. Cédons-le aux Troyens pour prix de leur amitié. Qu'ils s'y installent s'ils le désirent. Nous leur donnerons tout ce qu'il leur faut pour cela et nous dicterons les conditions équitables d'une alliance heureuse. Qu'en pensez-vous ? Délibérez et sauvez-nous. » Drancès prend alors la parole. « Mes amis, à tout ce que Latinus veut leur offrir, ajoutez un nouveau don. N'empêchez pas un père de donner à sa fille un époux illustre et de sceller ainsi une alliance éternelle. Et toi, Turnus, s'il te reste un peu de courage, va donc affronter celui qui te défie. » Ta bouche, Drancès, répond Turnus, est toujours féconde en paroles, mais quand il s'agit de faire preuve de courage, tes actes, on ne les voit jamais. Et quoi ? Latinus n'a plus confiance dans le succès de nos armées ? Si c'est le cas, demande la paix, j'y consens. Mais les premiers combats ont coûté autant de pertes en hommes aux Troyens et à leurs amis qu'à nous. Pourquoi reculer après le premier pas ? Il nous reste des alliés et nous pouvons encore assurer notre salut contre l'envahisseur par les armes. Tandis que dans leur perplexité, ils se livrent à ces discussions, Énée met son armée en mouvement. Bientôt, toute la ville retentit de ce cri qui sème la terreur. « Voilà les Troyens ! Ils arrivent en ordre de bataille !» Profitant de l'occasion, Turnus s'exclame. « Continuez de délibérer et de nous chanter les charmes de la paix alors que l'ennemi est sous nos murs. » Sans dire un mot de plus, il quitte le palais. Malgré lui, Latinus doit mettre fin à ce conseil qui tendait vers la réconciliation. Il se fait d'amers reproches, regrettant de ne pas avoir associé Énée à son empire tout de suite en le prenant pour gendre. De son côté, Turnus s'arme pour le combat sans tarder. Il est encore tête nue, casque à la main, quand Camille se présente à lui. « Turnus, dit-elle, j'oserais, je te l'assure, soutenir le choc des escadrons troyens. Toi, avec l'infanterie, reste au pied des murs et défends les remparts. » Turnus, le regard attaché sur elle, répond. « Ô jeune fille indomptable, honneur de l'Italie, comment te dire ma reconnaissance ? Puisque ton courage t'incite à partager avec moi les périls de la guerre, voici comment nous allons procéder. Mes émissaires m'apprennent que le Troyen a envoyé sa cavalerie légère, mais que lui-même s'approche par les collines avec le gros de son armée. Reçois vigoureusement ces cavaliers pendant que j'irai lui tendre une embuscade dans le chemin de la forêt. » Il dit, et tandis qu'elle emmène ses volsques dans la plaine, Turnus gagne les bords d'un défilé. Il compte bien y surprendre les troupes troyennes en faisant rouler des rochers sur elles. Il s'y poste, à l'abri des arbres. Cependant, dans le séjour des dieux, Diane, la blanche chasseresse, est très inquiète du sort de Camille. « Hélas, dit-elle à Opis, l'une de ses nymphes, elle s'engage dans une guerre funeste. Or, elle m'est chère depuis ce jour où son père me l'a consacrée. Elle était une toute petite enfant alors. J'aurais voulu qu'elle se tienne loin des combats, mais puisqu'elle veut affronter les Troyens, descends à ses côtés. Prends cette flèche. Si le sort des armes venait à lui être fatal, tu t'en serviras pour punir aussitôt celui qui l'aura frappé. Que son sang venge aussitôt le sang de Camille. » La phalange troyenne s'approche de l'Orente. La cavalerie étrusque s'est déployée autour d'elle. L'escadron de Camille s'avance en face. Le pas des guerriers, le cliquetis des armes et le hennissement des chevaux font retentir l'air d'un bruit terrible. Dans un cri immense, les deux armées s'élancent l'une contre l'autre. Une hideuse bataille s'engage. Des hommes et des chevaux tombent des deux côtés. Les javelines volent. Des torrents d'un sang noir se mettent à couler de tous côtés. Les combattants sèment partout le carnage et s'élancent au-devant des glaives brillants en quête de la gloire ou d'une mort héroïque. Au milieu de cette affreuse mêlée bondit Camille. Tantôt sa main fait voler une série de lances rapides, tantôt la hache à double tranchant arme son bras infatigable. Qui pourrait dire quel fut le premier, quel fut le dernier qui périt par son glaive étincelant ? Le nombre de ceux qui ont péri sous ses coups est déjà considérable et elle ne faiblit pas. Sans répit, elle frappe, tranche, perce, et toujours cherche une nouvelle victime à immoler à sa rage martiale. Cependant, Aryns, un javelot à la main, suit partout la jeune guerrière.
Il attend le moment favorable pour l'atteindre. Soudain, l'occasion se présente, alors qu'elle se penche pour dépouiller Corée qu'elle vient d'abattre. Aryns lance son javelot en priant Apollon d'en diriger la course. Le dieu l'entend et l'exauce. Le fer acéré plonge dans le sein découvert de Camille et vient s'abreuver de son sang virginal. Tandis qu'Aryns s'enfuit, Camille tente d'arracher le trait, mais n'y parvient pas. Elle sent sa vie qui la quitte. Alors, dans un souffle, elle adresse ses ultimes mots à Acca, sa fidèle suivante qui est penchée sur elle. « Tout s'enténèbre autour de moi. Hâte-toi d'aller prévenir Turnus, qu'il revienne pour prendre ma place dans la bataille et protéger la ville. » Sur ces mots, son âme indignée s'enfuit en gémissant chez les ombres. Alors une immense clameur s'élève et monte jusqu'aux astres. C'est le cri d'attaque des Troyens, des Étrusques et des Arcadiens que la mort de Camille anime d'une ardeur nouvelle et qui fondent ensemble sur l'ennemi. Opis, la nymphe qui s'était tenue assise à l'écart, a vu tomber Camille. Aussitôt, soucieuse de remplir sa mission, elle se met en quête d'Aryns et le trouve devant un tertre ombragé de chênes touffus. Tirant de son carquois la flèche de Diane, elle bande son arc vengeur. La corde qu'elle a ramenée contre sa poitrine se détend. En sifflant, la flèche vole et s'enfonce dans le corps d'Aryns. Il tombe. Il reste seul à gésir dans la poussière tandis qu'Opis reprend en volant le chemin de l'Olympe. Démoralisée par le trépas cruel de Camille, l'armée latine ploie. Ses soldats abandonnent le combat. Ils courent pour tenter de trouver refuge derrière les murailles de l'Orante, mais serrés de près par les ennemis, ils butent sur les portes fermées. Ceux qui défendent la ville refusent de les ouvrir pour ne pas livrer passage en même temps aux Troyens et à leurs alliés. Turnus apprend bientôt d'Acca ce qu'il se passe. La mort de Camille, la débandade de son armée, l'affreux carnage sous les remparts qui teint le sol de sang noir. Fou de rage, il abandonne la colline qu'il occupait avec ses hommes pour se diriger en urgence vers l'Orante. Mais à peine est-il arrivé dans la plaine qu'Énée à son tour débouche du défilé et sort du bois. Il voit devant lui la poussière que soulèvent les bataillons du Rutule. Turnus, de son côté, reconnaît aisément le glorieux fils d'Anchise. Sur le champ, les deux héros en viendraient aux mains et mèneraient leurs troupes au combat si le glorieux Phébus ne lançait à ce moment même ses coursiers fatigués dans la mer occidentale. Contraints et forcés, les deux armées prennent position à proximité de la ville pour attendre le retour du jour. Dans le trouble qui l'agite, Turnus s'adresse au vieux Latinus en ces termes. « Je suis prêt. Plus question pour le Troyen de se dérober désormais. Je vais le combattre. Bientôt, mon glaive l'enverra au Tartare et fera taire les reproches qu'on me fait. Ou alors Énée deviendra le maître des vaincus et de Lavinia. » « Hélas, mon fils, répond Latinus, pourquoi tenter le sort et risquer le trépas? Si je suis prêt à faire la paix avec les Troyens après ta mort, pourquoi ne pas la conclure tant que tu es vivant? Oublie Lavinia, tu trouveras une autre épouse. Renonce au combat en pensant à ton vieux père qui t'attend à Ardée. » Loin d'apaiser Turnus, ses propos ne font que l'aigrir plus et enveniment son animosité. Il charge son écuyer, Idmon, de transmettre ce message à Énée. « Demain, quand l'aurore rougira le matin, ne pousse pas tes hommes contre les nôtres. Que les armes restent au fourreau. Ton sang ou le mien mettra fin à cette guerre, et la main de Lavinia se conquérera sur le champ de bataille. » Le lendemain, à peine les coursiers du soleil sortis du gouffre profond des mers soufflent-ils de leurs naseaux des flots de lumière, que Troyens et Latins délimitent l'ère du combat sous les remparts de la ville. Voilés de lin et couronnés de verveine, les prêtres apportent l'eau et le feu. Comme si Mars les appelait, les deux armées prennent position, chacune dans ses limites, mais les soldats plantent leurs longs javelots dans le sol et posent au sol leurs boucliers. Les femmes, le peuple sans armes, les vieillards s'empressent de venir assister au spectacle. Ils couvrent les tours, les toits ou se pressent debout au-dessus des portes de la cité. Cependant, voici les rois qui s'avancent. Latinus paraît le premier, dans un char traîné par 4 chevaux. Turnus vient ensuite, brandissant ses javelines à la main. 2 blancs coursiers traînent son char léger. De l'autre côté, Énée, le père de la nation romaine, sort de son camp avec Iule qui marche à son côté. Levant la main, le fils d'Anchise s'adresse en ces termes au soleil qui fait étinceler son bouclier. « Ô puissant Apollon, toi qui m'as mené ici et toi, fille de Saturne, que je supplie de me devenir favorable, soyez témoins de mes promesses. Si la victoire se déclare pour Turnus, les vaincus se retireront dans la ville d'Évandre. Iule abandonnera cette contrée et les Troyens déposeront les armes. Si Mars se montre en ma faveur, je ne prétends pas que l'Italie obéisse aux Troyens. Je ne réclame pas la royauté.
Latinus conservera son pouvoir, et sous des lois communes, une alliance éternelle unira les deux peuples. Pour les dieux et les pénates de Troie, nous bâtirons une ville à laquelle mon épouse Lavinia donnera son nom. » Dès qu'il a parlé, Latinus lève la main à son tour et déclare : « Il en sera ainsi, j'en atteste tous les dieux. Puisse m'entendre Jupiter dont la foudre garantit les traités. Quoi qu'il arrive désormais, jamais les Latins ne rompront cette alliance. » À présent que les traités sont conclus, le moment du combat est venu et Turnus fait pitié à voir. Il garde les yeux baissés, ses joues sont blêmes et la pâleur couvre son jeune front. Or, tandis qu'Énée, la tête nue, se tient au milieu de l'aire du combat, une flèche aux ailes rapides vient le frapper. Qui l'a tirée ? Est-ce la main d'un homme, celle d'un dieu ? On l'ignore, car nul ne s'est vanté d'avoir blessé Énée. Déjà Iule et les chefs troyens ont ramené au camp le héros recouvert de sang. Irrité, il essaie d'arracher la flèche de la plaie, demande qu'on fouille sa blessure à l'aide d'une épée pour extraire la pointe, n'aspire qu'à retourner aussitôt au combat. Seulement, Iassus, qui est pourtant le protégé d'Apollon, a beau déployer tous les moyens que lui fournit son art, rien n'y fait. Il s'escrime en vain, le fer résiste à ses doigts et aussi à la pince qu'il manie. C'est alors que Vénus, vivement frappée du malheur immérité de son fils, va sur le mont Ida cueillir le dictame à la feuille cotonneuse et à la fleur pourprée. Cachée dans un sombre nuage, elle l'apporte et en imprègne l'eau d'un vase brillant en y mêlant de l'ambroisie et de l'odorante panacée. Le vieux Iassus, sans connaître la puissance de cette eau, en arrose la plaie. Aussitôt la douleur quitte le corps d'Énée, le sang cesse de couler, la flèche suit la main qui l'arrache sans peine. Le héros, impatient de combattre, enfile à nouveau ses brodequins d'or, reprend ses armes et dirige ses pas vers la ville. Troyens, Latins, Rutules, tous tournent vers lui leurs regards. En le voyant reparaître, l'infortunée Amata, la reine, comprend que c'en sera bientôt fini de Turnus. Égarée par son affection pour lui, elle cherche le trépas et confie au fer que manie sa propre main le soin de l'envoyer chez les ombres. Bientôt la malheureuse n'est plus, elle a fui la lumière à tout jamais. Le moment est venu pour les deux héros de se faire face. Celui-ci se fiant à son épée, celui-là à sa brillante javeline, ils s'avancent l'un contre l'autre, transportés par les fureurs de Mars. Rassemblant toutes ses forces, Énée lance de loin son javelot homicide. Tel un noir tourbillon, l'arme vole, portant avec lui la mort cruelle. Elle perce le bord du bouclier de Turnus, traverse l'épaisseur de sa cuirasse, vient se ficher dans le milieu de sa cuisse. Turnus plie le jarret, tombe et vient couvrir le sol de son corps de géant. Les Rutules poussent un grand cri de désolation que répètent au loin les forêts profondes, tandis que Turnus, le visage tourné vers Énée, lui dit humblement : « Je l'ai mérité, je ne demande pas la vie sauve, mais je t'en conjure, en souvenir d'Anchise, prends pitié de la douleur d'un père, rends-lui mon corps une fois qu'il sera privé de vie. La victoire te restera et Lavinia sera tienne. Ne porte pas plus loin la haine. » Énée s'arrête. Son bras qui a déjà tiré le glaive étincelant du fourreau reste en suspens. La douce pitié envahit son cœur. Il hésite. C'est alors qu'il aperçoit sur les épaules du Rutule le baudrier de Pallas. Depuis le jour fatal où il a pris la vie au fils d'Évandre, Turnus le porte en guise de trophée. Ille, oculis postquam saevi monumenta doloris exuiasque ausis, furis acensus et ira terribilis. Tuneings polis indute meoro meripiaremi, Pallas te oculnere, Pallas immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit. Hoc dicens, ferum adverso sub pectore condit fervidus. Ast illis solvuntur, frigore membra vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. Aussitôt que ces dépouilles évocatrices d'une douleur cruelle emplissent les yeux d'Énée, il dit, enflammé de fureur et terrible de colère : « Toi qui te pars des dépouilles d'un des miens, tu en réchapperais. C'est Pallas qui t'immole par ce coup, Pallas qui se venge en versant ton sang criminel. » En disant cela, Énée, plein de courroux, lui plonge son glaive dans la poitrine. Aussitôt, le froid de la mort affaisse ses membres et, avec un gémissement, sa vie indignée s'enfuit chez les ombres.